à tous et bienvenue sur le plateau de Qu'est-ce qu'on food. Si vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je reçois non pas un, non pas deux, mais trois invités qui vont nous présenter toutes leurs nouveautés, des nouveautés chocolatées et des nouveautés autour de la bière. Bonjour à tous, bonjour Paul-Henri. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Eugénie qui nous rejoint sur Skype. Eugénie, tu nous entends ? Oui. Bonjour, enchantée. Oui, très bien. Du coup, Eugénie est notre spécialiste en bière et elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle brasse les bières au sein de Frog Beer. Et on a également donc du coup Mathieu et Paul qui eux sont les fondateurs du chocolat français et ils vont nous raconter tout ça dans quelques secondes. Et on discutera aussi de ce qu'on trouve dans les placards et notamment quelques nouveautés pour les petits enfants et des choses à déguster. Donc c'est à tout de suite dans Qu'est-ce qu'on food. Alors avant de vous parler restaurant, chocolat, bière, etc., je voudrais justement vous emmener au Forum, qui est une nouvelle adresse qui a ouvert Paris 10e, ça a ouvert il y a quelques mois maintenant. C'est un petit lieu, alors pas forcément des plus gastronomiques, etc., mais c'est un lieu où on s'y sent bien. On vient notamment le midi pour aller déguster de la cuisine, non pas française, mais fusion entre la France et l'Asie. La petite histoire, c'est quoi ? C'est un restaurant en fait qui est ouvert par Song, qui en fait voulait donner une nouvelle expérience de la cuisine un peu asiatique, gastronomique. Donc on se retrouve dans ce petit lieu en fait qui fait un peu quelque part bar pour étudiants ou bar pour gens de quartier qui ont envie de s'y poser tranquillement. On y trouve des canapés, des chaises assez confortables. Et qu'est-ce qu'on y mange ? Eh ben, on y mange des traditionnels repas asiatiques, mais à la sauce française. Ou alors plutôt le contraire, c'est-à-dire que du coup, on a des bobounes, mais qui sont cuits avec, par exemple, au four vapeur ou sur une cuisson très lente. Donc voilà, donc tout est retravaillé pour donner aux traditionnels plats français une saveur très asiatique. Donc on est vraiment sur le côté un peu street food et du coup on se retrouve à manger des plats qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de faire chez soi, donc c'est assez sympathique. Donc on est vraiment sur cette cuisine fusion et notamment sur des approches à la fois chinoises et laotiennes. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ça. C'est au 23-25 rue de Chabrol dans le 10e et c'est comme au restaurant mais avec une addition beaucoup moins salée. Est-ce que vous avez l'habitude de vous y rendre, vous, au restaurant ? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Moi j'ai une grande passion pour les petits bistrots parisiens, donc c'est vrai que j'essaie d'y aller le plus souvent possible. D'accord, il faut qu'on perpétue cette belle tradition. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en plus à Paris il y a toute une nouvelle vague de nouveaux restaurateurs avec le néo-bistrot qui est très chouette. Il y a un retour aux vrais produits, aux produits terroirs qui est hyper intéressant. Donc voilà, je trouve que la mode va dans le bon sens. Du coup, ça fait plaisir d'aller découvrir de nouvelles adresses. Ça fait très 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 plaisir, c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance d'être à Paris. Exactement, c'est pas faux, mais il en faut pour la fromage aussi. Exactement. Voilà pour donc du coup l'adresse au Forum que je vous invite à découvrir, donc 23-25 rue de Chabrol. On part dans un autre univers qui est celui de la bière et du pub pour le coup, avec notre invité, l'un de nos invités aujourd'hui qui est Eugénie Maté. Eugénie, rebonjour. Bonjour. Donc du coup, Eugénie, vous êtes brasseuse en chef, on va dire ça comme ça, chez Frog Beer. Expliquez-nous un peu du coup qu'est-ce que c'est une brasseuse dans une brasserie. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Oui. Alors en fait, moi je m'occupe de développer les recettes pour toutes nos nouvelles bières. Alors on fait ça à deux avec le chef brasseur qui s'occupe des brasseries qui sont dans nos pubs. Parce que ce qui est très particulier avec Frog Pubs, c'est qu'on brasse la bière sur place également dans certains de nos établissements. Et donc, on travaille pour développer des recettes. Et puis, je brasse aussi et conditionne la bière tous les jours ici à Frog Beer.
Ce qui veut dire que vous avez différents ingrédients. On connaît tous, bien évidemment, la levure dans la bière, etc. Mais expliquez-nous quel est le processus pour brasser une bière dès le départ. Alors, le travail du brasseur, c'est à partir de la céréale, donc du malt d'orge ou d'autres types de malt, d'en extraire ce jus de sucre de céréales sur lequel on va faire fermenter des levures pour faire de l'alcool et du pétillant. Et on va aromatiser cette boisson avec des fleurs de houblon. Donc, et la ligne directrice, pour les bières, c'est une base malt, houblon, levure et l'eau, bien entendu, qui est un ingrédient extrêmement important. Vos ingrédients viennent d'où ? Alors, pour le malt, nous, Frog Pubs, étant donné nos traditions anglaises et on a un processus de brassage qui est traditionnel anglais, notre malt vient essentiellement du Royaume-Uni parce qu'il a des spécificités en termes de composition qui sont plus adaptées à notre processus traditionnel d'infusion. Parce que nous faisons la bière un peu comme les Anglais font le thé, en infusion. Ça veut dire qu'on va infuser les céréales pour extraire les sucres des céréales. Ensuite, pour les houblons, on est plus diversifié parce qu'aujourd'hui, on a de la chance. On a une très, très grande variété de houblons qui apportent une grande palette aromatique. Donc, on travaille à la fois avec des houblons britanniques, américains, ainsi que belges. D'accord. Et du coup, Frog Beer fait partie en fait est l'une des plus anciennes microbrasseries basées à Paris, hein, c'est ça ? Oui, absolument. C'est-à-dire que la première brasserie, on l'a lancée en 93. C'était donc rue Saint-Denis et elle est toujours en fonctionnement au sein de Frog & Roast Beef. D'accord. Et autour de ça, donc se sont développés des pubs également, notamment donc Frog Pub, les différents restaurants qu'on peut trouver sur Paris. Alors, la plupart des restaurants pubs qu'on a sur Paris brassent leur bière sur place. Et d'ailleurs, les clients peuvent rencontrer les brasseurs parce que ils travaillent en journée, ils peuvent échanger avec eux. Ensuite, on a également ouvert d'autres bars que moi je fournis ici à Saint-Denis en fût. Parce que il fallait avoir des volumes de production plus importants qu'on ne pouvait pas réaliser actuellement dans tous nos bars à Paris. Ce qui veut dire que du coup, vous avez une partie des bières qui sont réalisées sur votre établissement à Saint-Denis, c'est ça ? Oui, ça veut dire que les bières que je fais à Saint-Denis sont livrées en fût pour certains de nos bars à Paris. D'accord. Et comment est-ce qu'on devient une brasseuse ? Je pense que au début, moi, en plus d'être brasseur, en étant, mon métier professionnel, je brasse beaucoup en amateur. Ça veut dire que dans mon jardin, j'ai planté du houblon. Et je produis de la bière sur des petits volumes le week-end. C'est un peu comme faire de la cuisine. C'est exactement le même processus. On travaille sur une recette, on choisit des ingrédients, des matières premières, et puis à partir de là, on produit. D'accord. Est-ce que vous avez une approche qui soit un peu écologique ? Vous faites attention à ce genre de choses ou pas ? Je pense que par exemple, là, on va travailler pour valoriser nos drèches. Les drèches, c'est en fait le résidu de malt une fois qu'on a extrait le mou, qui est le jus de céréales. Il reste ces débris de céréales. On est en train de travailler avec des agriculteurs pour pouvoir les revaloriser, par exemple. Ensuite, en effet, l'eau, qui est un élément très important, on a besoin, donc on est en train de travailler aussi pour réduire nos consommations en eau, pour justement avoir des pratiques qui soient plus respectueuses au niveau environnemental. Et votre travail a fini par payer quelque part, parce que vous avez été récompensé sur différents types de bières que vous avez pu produire dernièrement. Oui, on est extrêmement content parce que on a eu des reconnaissances à la fois au niveau national avec la Pearl, notre pale ale au concours général agricole du Salon de l'Agriculture, mais on a aussi au niveau de la compétition craft beer à Dublin obtenu 2 prix, dont un pour notre Kersplat, qui est notre bière blanche, et un pour notre American Pale Ale, la WAM, donc on est très contents. Et puis aussi à Bruxelles, donc quand même des terres qui sont reconnues pour leur tradition brassicole. Donc à Bruxelles, où notre Black IPA, la SWAC, a gagné une médaille d'or. Donc on entend parler de Pale Ale, on entend parler de Black, de Brune. Est-ce qu'on va peut-être faire un petit rappel pour nos téléspectateurs, savoir quels sont les différents types de bières, parce que généralement on arrive dans un pub, dans un bistrot, j'aimerais une bière. Oui, mais c'est comme le vin, lequel ou laquelle. Donc, du coup, expliquez-nous les différentes catégories. Je pense que ça.
souvent, quand on me dit ça, je dis plutôt aux gens, mais qu'est-ce que vous avez envie de boire? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez besoin de vous désaltérer? Est-ce que vous voulez déguster quelque chose de corsé? Ou est-ce que, voilà. Donc, on a des catégories, je dirais, les blondes ou les pale ale, qui peuvent être plutôt claires ou plutôt foncées. Si on veut quelque chose de très désaltérant, on va partir sur une blonde ou une lager. Ensuite, on va avoir des bières qui auront un peu plus de corps, par exemple les trappistes ou les bières ambrées, ces choses-là. Après, on va avoir des bières vraiment très très corsées, très houblonnées, les bières brunes, notamment notre Black IPA, qui va utiliser des maltes chocolat. Et qui vont apporter donc des notes café, cacao beaucoup plus fortes. À boire avec modération, bien évidemment. Oui. Est-ce que vous faites des accords mets et bières ? Oui, absolument. Donc, on travaille en fait beaucoup avec nos restaurants pour pouvoir sortir des bières et on conseille nos clients sur des accords entre les différentes bières et les différents plats qui sont proposés. Par exemple, on a conçu la Pearl spécialement pour qu'elle puisse aller parfaitement avec nos burgers. Ou encore, on a sorti la Zonk, qui est une bière fumée, qui va très bien se marier avec nos nouvelles planches barbecue ou des choses comme ça, plus épicées. D'accord. Et du jour, effectivement, à consommer avec modération, mais ça permet aussi d'avoir d'autres accords que le vin, par exemple, et d'avoir une approche un peu différente. Je sais que vous brassez beaucoup encore à la main, c'est-à-dire que l'industrialisation n'est pas forcément encore entrée dans vos processus de fabrication. Alors en fait, c'est vrai que ce qui est très particulier au sein de Frog Beer, c'est que tout repose sur le savoir-faire du brasseur. Je dirais qu'à part la gravité dans notre outil de production, je crois que c'est la seule chose qui n'est pas manuelle. Tout le reste, mesurer les volumes, faire les mélanges, peser, gérer les températures, tout ça se fait complètement de façon manuelle, et ça repose beaucoup sur le savoir-faire de nos brasseurs. Et comment est-ce qu'on se renouvelle ? Je pense que la fabrication de la bière permet une grande diversité au niveau des différents goûts. Ça veut dire qu'on peut jouer avec tellement de choses quand on fait de la bière. On peut jouer avec le malt, les houblons, les levures. On peut faire travailler les levures à différentes températures si on veut différentes notes aromatiques. On peut aussi jouer sur comment on va chauffer le mou. Et tout ça donne une palette impressionnante qui nous permet d'innover énormément au niveau des bières. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des saisons ? Du coup, il y a une saisonnalité sur les types de bières qu'on peut faire ? Alors, c'est tout à fait possible, bien sûr, en intégrant soit des ingrédients de saison, parce qu'on peut tout à fait mettre des fruits, des épices au niveau des bières, mais c'est aussi, je pense, au niveau des goûts et des envies. Et c'est là l'intérêt, c'est que selon les saisons, on n'a peut-être pas envie de boire les mêmes choses. On va peut-être plutôt avoir envie de partir sur un produit généreux, chaleureux à Noël, et on va plutôt préférer une bière blanche avec des notes citrus très très rafraîchissantes pour l'été, par exemple. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus et d'aller goûter ces fameuses bières avec modération, bien évidemment. Donc, merci beaucoup, Eugénie. Merci. On a été ravis de vous recevoir sur le plateau. Bonne continuation. Et puis, on voulait aussi vous faire un petit clin d'œil parce que c'est la journée de la femme dimanche. Alors, du coup, fait plaisir de voir des femmes derrière les bières, en tout cas. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Et avant de se retrouver sur la partie placard, je voulais juste vous rappeler que bien évidemment vous pouvez retrouver Watch TV sur les différentes box, que ce soit la box SFR, la Free, la Bouygues Télécom et la Orange avec les différents canaux qui s'affichent en bas de cet écran. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Twitter pour vos questions en direct sur hashtag ou @qu'est-ce-qu'on-food. Voilà, et on y répondra bien évidemment. On fait une courte pause et on se retrouve pour découvrir ce qu'il y a dans les placards et notamment du chocolat. À tout de suite. Bonjour. Donc du coup Mathieu et Paul-Henri, vous êtes la nouvelle coqueluche du chocolat français. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, alors le chocolat français, qu'est-ce que c'est ? C'est ces petites tablettes qu'on voit ici. Il n'y en a pas une qui se ressemble, qui ont toutes été illustrées d'une manière ou d'une autre par des illustrateurs de renom, par des artistes, etc.
Alors comment est-ce qu'on passe du chocolat à l'art? Racontez-nous tout. Comment passe-t-on du chocolat à l'art? Non, le chocolat, c'est de l'art. C'est de l'art, exactement, tout à fait. Alors comment vous est venue l'idée? Déjà, on était des grands passionnés de chocolat, Paul et moi. On s'est rencontrés il y a de nombreuses années, plus de 10 ans, en école d'art. Et puis finalement, on avait cette envie, on avait dévoré énormément de tablettes, on avait même un petit club de croqueurs de chocolat. Il n'y avait pas de carte de membre, rien du tout. C'était dans l'attente du fameux accès au Saint Graal du club des croqueurs de chocolat. Il y avait 2 ans d'attente pour le vrai club, donc on s'est dit, autant fonder le nôtre un peu plus modestement. Et vous avez fait ça avec des copains, c'est ça? On était 4, c'était très modeste. Comme dit Mathieu, il n'y avait pas de carte de membre. Mais voilà, on essayait de se réunir quelques fois par an pour se faire partager un peu nos découvertes. Et c'est vrai que l'idée a commencé à germer à ce moment-là, mais c'était il y a très très longtemps. Et puis peu à peu, ça a évolué. Et on avait, comme dit Mathieu, cette idée d'associer ces 2 univers, le chocolat d'un côté, et de l'autre, les arts graphiques, l'illustration, qui était quelque chose qui nous passionnait. Et puis voilà, les choses se sont faites petit à petit. Et l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, voilà, on va donner un côté un peu léger, un peu rigolo en fait, voilà, au chocolat. Aujourd'hui, c'est quand même très sérieux, assez élitiste aussi. Puis nous, on voulait revenir en fait à des choses beaucoup plus pop, joyeuses, que ça soit bon, beau. Made in France, si on pouvait le faire, on peut le faire. Donc voilà, on est vraiment contents. C'était ça l'enjeu. Et au final, pour commencer, au niveau des artistes, on s'est fait aider naturellement par nos relations, nos amis. Et puis, sont venus très rapidement des grands noms, aussi bien Serge Bloch, il y a eu Hervé Di Rosa, Maria Senna, voilà, Maud Bégon, tous. Comment vous avez réussi du coup à les accrocher? Parce que bon, on part, voilà, étudiant en art, on arrive sur ce marché-là, on dit j'ai des tablettes. Donc déjà, vous avez quand même contacté un chocolatier en amont, c'est ça, pour réaliser vos chocolats. Alors pour revenir en fait au niveau de l'histoire, c'est vrai que donc nous, on n'avait pas le savoir-faire technique, même si on avait une énorme envie et beaucoup d'énergie. Et au final, c'est la rencontre avec Jacques, notre chocolatier, notre associé en fait, qui nous a permis en fait de lancer l'aventure, parce que c'est lui au final qui est dans le chaudron en train de fermenter les fèves et travailler les différents chocolats. Le chocolat vient d'où? Du Ghana, c'est ça, et de l'Équateur? En fait, on est dans un blend, plusieurs origines, Ghana, Équateur. Après, ça dépend des recettes. L'idée, c'est en partant sur des blends, on peut vraiment avoir des choses très précises, et c'est ça qui nous intéressait. C'est pour ça qu'on s'est pas lancé dans le single origine. D'accord. Et vous vouliez retrouver les idées, les goûts de l'enfance, c'est ça, la tablette de chocolat qu'on croque entre 2 tranches de pain quand on rentre pour le goûter. Des choses très gourmandes qui fassent penser effectivement à l'enfance, au chocolat de notre grand-mère qu'elle nous donnait lorsqu'on était petits, voilà. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des noisettes caramélisées, du caramel, du sel de Guérande, des choses vraiment très gourmandes, puisque le chocolat, c'est avant tout du plaisir. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et on a voulu faire le chocolat qu'on aimait. Et voilà. Et vous êtes resté sur des goûts assez simples, mine de rien, parce que on a du noir 70%, on a du lait classique, on a du coup là dernièrement pour la grande épicerie, on va avoir du lait et puis celle de Guérande avec du caramel et du noir aux éclats de noisettes. Donc on reste sur des recettes très classiques, mais ce qui fait votre force, c'est le côté artistique. Les deux en fait, on a le chocolat en fait, ce qu'il fallait c'était quand même un très bon produit, donc ça c'est voilà notre envie, et puis grâce à Jacques, donc on est sur un chocolat artisanal, 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, et puis d'un autre côté on avait évidemment cette envie de faire participer d'avoir un chocolat en fait qui soit assez pop, assez joyeux. Et tous les artistes en fait nous ont aidés en fait à créer ce beau projet. Donc comment est-ce que vous l'avez créé? Parce que là on voit sur le plateau on a plein des tablettes, on a l'impression que vous êtes lancé il y a 3 ans, alors qu'en fait absolument pas, vous êtes lancé il y a 4 mois. On a 4 mois. Donc racontez-nous cette petite histoire qui est quand même phénoménale. Et au départ en fait on appelle ses amis, et puis après pour les plus grands noms tout simplement on prend son téléphone et puis on y va au culot, et en fait tout le monde aime le chocolat, donc tout le monde est content de participer à l'aventure. C'est vrai que on est sur un produit de plaisir et assez universel. C'est ça en fait, c'est exactement ça. Et je pense que c'est la force du chocolat en fait, c'est qui plaît
plaire à tout le Ça monde. nous faisait une belle monnaie d'échange pour convaincre les artistes. Donc ces petites tablettes se sont retrouvées un jour sur le bureau de la directrice du Salon du Chocolat, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce que vous lui avez proposé? En fait, nous, notre idée, c'était de proposer non pas un simple stand, mais une vraie exposition dans le Salon du Chocolat. Du coup, on avait nos 50 artistes avec nous et on leur a proposé d'exposer un grand mur avec 200 tablettes originales et uniques, donc illustrées par 50 artistes. Et ça a cartonné. C'est vrai que les retours étaient très positifs. C'est vrai que C'était très chouette. Est-ce que vous attendiez à ça ou pas? Honnêtement, non. Honnêtement, enfin, on pensait que ça allait susciter l'intérêt des gens, mais c'est vrai que les gens de tout milieu, de tout âge, étaient assez séduits. Donc on était évidemment très très contents. Ils ont pu dessiner du coup sur les tablettes en elles-mêmes C'est ça, pendant on le va salon, compléter. c'est ça? Voilà, en fait, on avait certaines tablettes qui étaient faites, et puis ensuite il y a quelques artistes qui sont venus sur place pour dessiner, et du coup on complétait le mur au fur et à mesure des 5 jours du salon. Et vous avez tout vendu On sur a le été salon. sold out avant le dernier jour en fait. Vous aviez vendu, pourtant, vous aviez combien de tablettes avec vous? on avait un peu plus de 1000 tablettes, D'accord. mais on avait fait même un refill, on pensait pas, nous, c'était voilà. Petit novice dans on le monde du arrivait, chocolat. voilà. Déjà, Ouais, si comme on s'était dit, si on vend 50 tablettes, on sera déjà heureux. Et puis au final, non, ça a pris une ampleur, ça a dépassé en fait toutes nos espérances. Et puis, à la suite de l'événement, on a eu beaucoup de retombées presse. Et puis au niveau de la distribution, donc on remercie encore les directeurs, la directrice du Salon du Chocolat. Donc vous, on est sur vraiment des tablettes donc qui prônent en plus le Made in France, hein, parce qu'on voit que dans vos approches favorites, il y a du bleu, du blanc et du rouge. Donc ça a vraiment été un parti pris dès le départ d'aller jouer sur tous les codes de la France. Oui, en fait, on a eu un petit déclic, on s'est rendu compte qu'au final, pas grand monde avait l'air d'assumer cette tradition et ce savoir-faire français dans le domaine du chocolat. D'ailleurs, quand on avait expliqué à nos copains belges qu'on allait monter une marque de chocolat en France, ils n'ont pas trop compris, ils se sont un petit peu moqués de nous. Et donc on s'est dit, allons-y fièrement. Il y a une vraie tradition, il y a des artisans incroyables en France, qui d'ailleurs nous ont vachement inspirés lors de l'élaboration des recettes. Donc on s'est dit, jouons la carte du Made in France à fond. Et donc voilà, et puis en plus c'est un terrain très inspirant pour les artistes parce qu'au final c'est très très libre, on peut faire des tonnes de choses autour de la France, il y a une culture, il y a un héritage très vaste, donc voilà, pour nous c'est une autoroute créative. Et chaque artiste a le libre de s'exprimer, la joie, du coup on est très sur la Révolution française, etc. Donc c'est Gaston de La Poyade qui a fait ça par exemple. Là on est très sur le béret, etc. Donc c'est Marie Asséna. Comment vous les guidez en fait? Vous leur donnez juste dire bah voilà, exprimez-vous sur la France ou comment ça se passe? Et voilà, par exemple si on prend le cas de Serge Bloch, là c'est un petit Français qui est en train de manger une tablette, mais il n'y a pas de, on va dire, de référence directe, en tout cas à la France ou à Paris. Et en fait, finalement, on leur fait un brief et puis eux, ils partent, ils s'amusent. Ils sont très très libres au final. L'idée c'était vraiment, ils ont la France, Paris et le chocolat. Après c'est plus ou moins carte blanche. Et d'ailleurs certains artistes sont partis dans des directions très différentes, mais le résultat était très chouette. Donc nous, à chaque fois on les édite. L'idée c'était pas de les bloquer. Et c'est, je pense, ce qui marche aussi, c'est qu'il y a un côté très spontané dans les dessins. On sent que c'est pas forcément très réfléchi. D'ailleurs il n'y a jamais de retravail. C'est du travail brut. C'est toujours du premier jet. En fait, ce qu'on leur donne, c'est finalement une feuille de papier avec juste le header imprimé pour qu'ils aient à peu près les proportions. Et puis, ils y vont directement dessus, quoi. Libre à eux. Libre à eux. Et voilà. ça veut dire que vous faites appel à genre un artiste par mois ou quel est le rythme? Ou là, en fait, c'est toutes des tablettes qui ont été faites pour le salon du chocolat. Au départ, on a fait, évidemment, on a demandé donc à 50 artistes de participer. Depuis, on a quand même beaucoup de demandes. Donc, on va essayer de faire une grande rotation parce qu'on voit ça aussi finalement un petit peu comme de la mode. Ça veut dire que ça va être des collections et puis elles vont pouvoir se renouveler parce qu'il y a un côté évidemment infini en fait et en perpétuel renouvellement. D'accord. Et alors du coup par rapport donc j'imagine que le choix, le chocolat des Français, c'est à vous, enfin c'est le message à faire passer, c'est le vôtre, appropriez-vous et puis du coup profitez-en. Exactement.
C'est exactement ça. Et alors du coup là pour la petite histoire aussi, parce que effectivement vous êtes contacté par des artistes, par des marques, on l'a vu, vous êtes distribué donc du coup chez Colette, la grande épicerie. Quand on est 2 étudiants en art, on n'arrive pas comme par hasard comme ça chez ces gens-là. Donc en fait c'est grâce à Instagram, hein, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on a un seul réseau social pour le moment. Bientôt, on va aller sur bientôt un deuxième avec commençons par F. Mais en fait, voilà, parce qu'on n'est que 2. Donc, il y a le chocolat, il y a la réponse au mail. Enfin, voilà, il y a toutes les problématiques aussi de lancer une entreprise en France. Parce que le chocolat c'est sympathique mais il faut gérer derrière. Il faut gérer, voilà, exactement. Et vous attendiez pas un départ aussi fulgurant aussi, donc non, les bases n'étaient pas fortes, enfin elles étaient là sans être vraiment prêtes. On pense avoir un petit peu plus de temps en fait finalement pour préparer les jeux et puis voilà, hiérarchiser les choses. C'est vrai que c'était assez amusant par rapport au parler de Colette. On avait reçu un mail de leur part nous demandant notre plaquette et on n'avait pas encore de plaquette. Ah oui. Du coup on a dû la faire dans la nuit. C'était voilà. Parce que du coup c'est Instagram qui du coup vous a remarqué et qui vous a relayé sur leur propre réseau à eux, et de là est partie l'explosion. Alors en fait non, même avant, en amont, directement, dès qu'on a lancé le compte, un tout petit peu avant le salon du chocolat en fait, parce qu'on voulait pas être à 0 pour le lancement, on savait pas à quel niveau. Tout de suite ça a pris, on a eu des grands comptes qui nous ont suivis, comme Charlotte Lebon, comme Sarah Colette, comme Kitsune, comme enfin voilà, Ed Banger. Et tout de suite ça a bien pris. Et puis à un moment donné on est arrivé à 5000, et alors là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que de 5000, non on est arrivé à 5000, mais de 5000 on est passé directement à 10 000 en un jour, ou un jour et demi. On avait mis 3 mois avant les 5000. Voilà. Et ça a été grâce à Instagram. On parle de followers là, de gens qui vous suivent sur Instagram. Pardon. Ouais. Et du coup on en a gagné à peu près 40 000 en l'espace de 2-3 semaines. Donc c'est vrai que c'était un grand coup de pouce d'Instagram. On remercie les personnes à Palo Alto voilà. Qui aiment la France et qui aiment le chocolat probablement. Oui, il est qui est basé en France. J'ai eu le plaisir de les rencontrer, donc je pense que c'est eux qui effectivement ont fait la manœuvre derrière. Du coup c'est vrai que vous avez un succès qui est basé à la fois sur les réseaux sociaux et du coup grâce au salon du chocolat. Ce qui veut dire que maintenant dès que vous postez une nouvelle photo sur Instagram, c'est l'engouement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant du coup qui nous suivent. On a plus de 45 000 followers. Les gens sont vraiment très contents de découvrir les nouvelles tablettes, les nouvelles collaborations. Là par exemple on a posté récemment une collaboration d'ailleurs qu'on va sortir avec Jean-André. Voilà, donc ils aiment bien en fait. Il y a voilà ce côté quelle va être la nouvelle tablette, quel va être le nouveau design, la nouvelle recette à sortir. Donc vous créez le désir, c'est bien. C'est vrai. Et du coup, vous êtes aussi donc remarqué par la distribution. Donc ça veut dire que là, on vous trouve dans combien de points de vente à peu près? Si on veut absolument un peu plus et qu'il faut absolument qu'on craque dans une tablette. Une trentaine de points de vente, c'est ça. Vous retrouvez tous nos points de vente en fait sur notre site internet. Enfin, on les actualise régulièrement. Ils sont pas tout le temps actualisés exactement au jour J, mais voilà, on a une trentaine de points de vente. Ça va aussi bien des épiceries fines que du concept store. On a quelques points de vente aussi à l'étranger, à New York, à Stockholm, en Écosse. Ce qui veut dire qu'en 4 mois, vous avez quand même réussi à dépasser les frontières. Exactement. Tout ça grâce à Instagram. C'est dingue, comme quoi il n'en faut pas grand-chose, hein, voilà. Des fois. Mais c'est ce qu'on disait, en fait, le chocolat plaît à tout le monde, en fait, et c'est ça la... Oui, et puis du coup, je pense qu'il y a le côté aussi artistique, très visuel, qui plaît beaucoup. Et puis, mine de rien, les Français, on a beau râler, mais on aime bien la France. Et du coup, ça fait plaisir aussi d'avoir ces belles tablettes. Et puis, c'est un très beau cadeau, en fait. Parce qu'offrir, à la fois, on offre de quelque chose de bon, on offre quelque chose de beau, il y a un côté artistique, etc. Donc, c'est chouette. Oui, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que généralement, nous, avec notre petit club, quand on achetait les tablettes, on les déballait très très vite et on se jetait sur le chocolat. On prenait jamais le temps d'apprécier la tablette en tant qu'objet et on trouvait ça un peu dommage que ce soit pas un objet d'abord de plaisir visuel et ensuite gustatif. Et au final, les gens maintenant, et c'est ça la force, je pense aussi du chocolat des Français, c'est qu'ils ne jettent plus en fait l'étui. C'est-à-dire qu'on a des gens qui déballent très lentement et voilà, et qui mettent un bout de carton, on nous a dit, pour faire une exposition un peu chez eux, la garder voilà, dans leur chambre. Et il y avait d'ailleurs, pour anecdote, il y avait
pas mal de personnes au Salon du Chocolat, lorsqu'on avait fait l'exposition, qui voulaient nous acheter 20 tablettes pour mettre sur leur mur chez eux, voilà, comme un tableau. On leur disait, mais non, celles-ci ne sont pas... Non, mais c'est beau parce qu'il y a des belles idées derrière, et puis du coup, il y a un réel engouement. Ça veut dire que vous allez aussi créer des collectionneurs chez les particuliers. Ça commence. Ouais, donc c'est assez chouette. Et comment est-ce que du coup vous envisagez, parce que là il y a eu un boom de dingue pour le lancement, comment est-ce qu'on envisage la suite? Parce que bon, les déposer encore en métro, hein, c'est ça, vos différentes tablettes dans les distributeurs, les différentes épiceries, etc. Voilà, exactement. Donc il va falloir passer à un niveau supplémentaire après pour pouvoir en fait, continuer. Au niveau de la logistique, en fait, ça allait tellement rapidement que voilà, c'est vrai qu'on essaye de faire parfois les systèmes D. Quand il faut livrer, on nous appelle, on essaye d'être aussi assez souple et réactif. Donc c'est vrai qu'il y a des livraisons en métro, des livraisons en scooter, des livraisons, mais c'est pas. Bientôt en Vélib peut-être. Et pour ça passer fait penser à Michel et Augustin en fait votre approche, hein, mine de rien. Écoutez, merci. Il y a le côté un peu culot en disant bon allez, faut y aller, c'est maintenant. Ouais, c'est un très beau compliment. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Et du coup, pour la suite ? Pour la suite, c'est de grandir, forcément. Peut-être de recruter déjà quelques stagiaires, si nos finances nous le permettent. Donc voilà. Et après, on a envie de continuer à développer des recettes, des visuels, des nouveaux formats. On a pas mal de projets sous le coude. L'idée, c'est vraiment de faire grandir la marque en termes de produits. Nous, on pense que le chocolat, il y a plein de choses à raconter avec, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau du visuel. Donc pour nous, dans notre esprit, on est vraiment au tout début de l'aventure. Donc voilà, on a plein d'idées pour la suite. Après, c'est le bon moment pour aller chercher les investisseurs aussi, du coup. Ouais, ça on va voir. On va voir. En fait, c'est plein de questions, mais le problème, c'est que tous les jours, on a pas mal de demandes, que ça soit de collaboration, d'artistes, de marques et tout. Donc, on a encore, là, en 4 mois, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se poser pour réfléchir à la suite. Et ces tablettes, on les trouve à quel prix ? Alors, en moyenne, c'est autour de 5 €. D'accord, très bien. Donc, ce qui reste accessible, à la fois pour du chocolat et une œuvre d'art de son artiste préféré. Voilà. Très bien, écoutez, bravo parce que c'est vraiment une belle réussite. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Le Chocolat des Français et surtout sur leur compte Instagram qui s'appelle toujours Le Chocolat des Français. Tout aussi simplement, vous allez pouvoir retrouver les différentes créations. Vous êtes à la grande épicerie pour 2 éditions limitées, c'est ça ? Exactement. Qui sont là. Il y en a une ici, voilà. Et il y en a une ici. C'est le tour de Pâques, hein, c'est ça ? Et on vous a demandé le petit brief, c'était autour des paillettes. Paillettes, c'est ça. Paillettes, voilà. Et donc là, on voit que ça voyait, on a fait de la dorure à chaud. On va les mettre là. Et on a développé 2 recettes justement pour l'occasion. Les 2 artistes sont Brolé et Prasida et Marie Asena. Très bien, super. Et donc du coup, on les retrouve à partir du 12 mars. C'est ça. Donc il y en a une, lait caramel et celle de Guérande, qui est effectivement très addictive. Et un autre noir noisette qui passe sans souci sur le palais. Toutes les 2 au prix de 5-6 €. C'est ça. Entre 5 et 6 €. Entre 5 et 6 €. C'est ça, exactement. Très bien, donc à la grande épicerie. Est-ce qu'on peut commander aussi sur le site pour ceux qui ne sont pas basés à Paris ? Absolument. On livre dans toute la France, en colis. En vélo ou en vélo, par pigeon voyageur, exactement. C'est bien faire avec les moyens du bord. Bon super, en tout cas, merci pour tout. Merci. Et puis du coup, on va continuer sur la partie placard, parce qu'on a trouvé quelques petites choses assez sympathiques dans ces dernières nouveautés. La première, c'est pour ceux qui ont des petits bouts chez eux, qui du coup n'ont pas forcément beaucoup d'idées pour leur donner de quoi grignoter. Donc en fait, c'est la marque Good Food qui a lancé ça. En fait, c'est des mini galettes de riz qu'on connaît bien nous dans la version adulte, mais du coup ils ont mis aussi des côtés le légume, donc ils ont intégré la carotte par exemple, pour faire goûter les légumes aux petits bouts, et c'est vendu au prix de 1,89 € et c'est à partir de 10 mois, pour histoire d'avoir quelque chose d'un peu crunchy sur les dents et pour pouvoir manger des légumes. Et on trouve ça en grande surface, bien évidemment aussi dans les épiceries bio et sur goodgoo.fr. L'autre chose aussi, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à faire de la purée à la maison, et puis aussi pour les petits bouts, on est toujours dans le Made in France.
Parfait. On est dans le pays de France, voilà. En fait, ce sont des purées en fait qui donc du coup sont présentées en barquette comme ça, donc on peut conserver un certain nombre de mois chez soi, soit patates douces, soit carottes et pommes de terre. Elles sont assez réussies. Il n'y a pas trop de sel non plus à l'intérieur. C'est vrai qu'on sent beaucoup le goût des légumes, donc c'est à voir dans ces placards pour dépanner quand on rentre le lundi soir et qu'on n'a pas du tout envie d'aller faire ses courses pour remplir les frigos. Donc c'est proposé au prix de 2,49 € et les petites barquettes passent au micro-ondes. Ensuite, toujours dans la série de Je n'ai pas envie de faire à manger chez moi ce soir, mais que vais-je donc bien pouvoir déguster, c'est bien évidemment, vous connaissez, hop là, je vous demande ça, merci, les fameuses du coup pots de nouilles de la marque Sui One, et en fait ils ont fait des nouvelles saveurs, donc notamment des poules au bœuf, là c'est poulet curry, il y a aussi des nouilles aux petits légumes, voilà, c'est histoire d'avoir ça également dans ces placards si jamais la motivation pour cuisiner n'est pas forcément là, et c'est disponible au prix de 1,59 €. L'autre chose pour laquelle j'ai craqué, ce sont ces petites assiettes. Ça s'appelle les assiettes Bonne Manière. Et pourquoi ? Parce que sur ces assiettes-là, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, c'est des assiettes pour rappeler aux enfants les bonnes manières. Je vais en mettre une ici à la caméra. Donc du coup, c'est-à-dire que tout en mangeant, on rappelle aux enfants qu'il faut attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger, qu'on ne se jette pas sur les biscuits apéritifs, qu'on ne pose pas ses coudes sur la table, ou encore qu'on tient correctement ses couverts. Voilà, je trouvais ça très ludique et très sympa, et surtout on n'oublie pas de dire merci à sa chère maman ou à son cher papa qui ont préparé le repas du soir. Donc c'est au prix de 7,50 € l'assiette, et c'est Caroline Liffrand qui fait ça, et on retrouve les informations sur www.carolinelifranc.fr. C'est disponible en plusieurs coloris, et donc du coup voilà, c'est histoire d'égayer un peu la table et de rappeler avec humour les bonnes manières pour se tenir à table aux enfants et parfois aux adultes aussi. On va continuer sur ce qu'on trouve aussi dans ces placards, mais cette fois-ci sur les étagères. Et notamment toujours avec cette petite sélection de livres avec les enfants. Alors, c'est Raphaël Aumont qui a écrit ce livre et qui s'appelle Le petit chimiste en cuisine. On est très sur la cuisine moléculaire, etc. Donc là, c'est de se dire, je fais de la chimie tout en cuisinant, donc tout en m'amusant. C'est notamment Thierry Marx qui a participé également à ce bouquin. Et donc, du coup, on trouve différentes manières de cuisiner, et notamment comment est-ce qu'on crée des billes, des sphères, etc. Voilà, donc du coup ça explique à la fois la chimie et ça explique la manière de réaliser ces différentes recettes, ou comment est-ce qu'on réalise une boule givrée. Donc je trouve ça assez sympa, parce que du coup c'est la chimie, la cuisine, et comment est-ce qu'un enfant peut être fier d'avoir réalisé de belles choses dans l'assiette. Toujours sur la partie enfant, on a ce magazine qui du coup n'en est pas son premier jet, mais je trouvais ça assez sympathique. C'est du coup le magazine autour de la pâtisserie pour les enfants. Alors effectivement là on est très pâtisserie, mais pas que. Donc c'est comment moi j'arrive à faire de la pâtisserie quand je suis un enfant. Alors du coup les recettes sont très ludiques, elles sont très accessibles aux enfants, et ça permet à chacun de savoir comment faire des mini churros, un gâteau de fête, des cupcakes, etc. Voilà, en plus c'est très coloré comme livre. Il y a aussi des fiches recettes qu'on peut garder chez soi, donc ça permet aux enfants de cuisiner avec leurs parents.
Paul, vous me parliez tout à l'heure de votre amour pour les bistrots. Parfait. Et ben voilà, ça c'est chez Hachette Cuisine, ce qui vient de sortir ça. En fait, ils ont repris les grands thèmes des bistrots. Donc voilà, par exemple, on a l'apéro et quelles vont être les différentes recettes. Donc le kir, la citronnade, les mini pizzas, etc. On a justement le menu express, le fameux menu du midi qu'on retrouve dans les bistrots, avec les œufs mimosa, la cuisse de grenouille, le tartare de bœuf, etc. Et puis la présentation est assez sympa en fait. Du coup, voilà, il y a eu un effort aussi côté graphique qui est à noter. Donc, c'est aux éditions Hachette au prix de 14,95€ pour la partie bistrot. Et ils ont sorti la même version, mais cette fois-ci pour les amoureux de l'Italie, avec ce livre qui s'appelle Trattoria à la carte. Pareil. Vous connaissez bien évidemment le principe de menu italien, avec pastilles, antipastilles, etc. Et ben du coup là ils ont repris la même idée. Donc on a tout le menu antipastilles, donc bien évidemment avec les différents cocktails du début, ensuite les boulettes de riz, etc. Le menu express, le menu à deux, le menu grande tablée. Avec, quand je reçois 10 personnes à la maison, qu'est-ce que je vais cuisiner? Donc le gratin de gnocchi, le parmigiana, les différentes pâtes, les tagliatelles, etc. Voilà, donc toujours dans cette même édition, aux éditions Hachette Cuisine, au prix de 14,95€. Et la dernière nouveauté en termes de livres, je trouvais ça assez rigolo. Je ne sais pas si vous avez des amis ou des connaissances juives autour de vous. Tout à fait. Mais voilà, c'est comment est-ce que j'explique la cuisine juive à son ami Goy. Voilà, et donc du coup, c'est truffé d'humour ce livre, puisque c'est en gros, alors rien que le sommaire, c'est je fais toujours trop à manger, mais ma mère aussi. Voilà, ou alors je vais souvent à New York comme beaucoup de juifs, mais ça m'empêche pas de penser que le reste du monde est assez sympa. Donc on est très sur le cliché, avec des petites histoires, par exemple voilà, les artichauts à la juive comme à Rome, c'est le plat préféré de mon amie Marie, bien qu'un jour elle ait perdu le goût et l'odorat et continue à raffoler de ce plat. Donc c'est plein d'anecdotes. Il y a aussi des petites scénettes assez rigolotes comme au théâtre, et avec derrière les différents plats qu'on peut retrouver dans les familles juives. Donc je vous conseille, parce que c'est assez rigolo et puis c'est assez sympa à lire. Donc c'est aux compagnies, c'est à les éditions Hugo Images au prix de 14,50€. Voilà pour la partie placard. On fait une très très courte pause pour parler rapidement boissons et des agendas du week-end qui nous attend. À tout de suite. On a parlé beaucoup chocolat, on a parlé beaucoup choses à déguster, et du coup il va falloir qu'on se désaltère un petit peu. Je voulais vous présenter deux petites choses, notamment côté boisson. Donc on a alors vous connaissez bien évidemment les smoothies, vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous la marque Nu. Pourquoi on vous les représente encore aujourd'hui? Parce que du coup ils ont changé un peu leur emballage. Ils ont mis un bouchon sur le dessus, ça n'a l'air de rien, mais ce qu'avant c'était en fait un petit, exactement une petite étiquette à retirer, et du coup c'était pas forcément évident à refermer. En tout cas fallait le boire d'un trait. Donc du coup voilà, c'est cette petite nouveauté. Qu'est-ce qui vous intéresse, le blueberry raspberry ou le mangue orange mangue? Orange mangue, ça sera parfait. Les deux. plat. Je vous laisse vous servir. Merci. Un plat. Et donc du coup c'est disponible au prix de 1,95€ sur bien évidemment dans toutes les grandes épiceries. Voilà, et du coup le plaisir de pouvoir se servir et de refermer ensuite. Très présent en fruits. Parfait, exactement. La deuxième boisson que je voulais vous présenter également, c'est chez Perrier. Il y a une petite nouveauté sur la table qui tient le chocolat des Français.
Perrier qui tient. Alors là, c'est Perrier en fait qui a lancé ça, et on est là pour le coup avec donc du coup de l'eau de Perrier, bien évidemment, à la pomme verte. Voilà, donc du coup, histoire de donner aussi un peu de fraîcheur quand on n'a pas forcément envie de que de Perrier ou d'eau. Et donc du coup, c'est pas mal d'avoir ce petit goût de pomme verte. Je vais vous laisser goûter une fois après l'avoir ouverte avec de nouveaux verres. C'est vrai qu'on sent, enfin pour l'avoir goûté, on sent c'est pas trop chimique. Merci. Et on est vraiment sur l'extrait, sur l'arôme naturel de pommes vertes. Donc c'est assez bon. C'est donc du coup vous en pensez quoi? C'est assez étonnant. C'est les altérants, hein, c'est des altérants très chouettes. mais c'est étonnant parce que du coup on ressent vraiment effectivement l'arôme de pomme verte qui ressort tout de suite. Les 6 canettes de 33 centilitres sont disponibles au prix de 4,80 €, et ensuite il y a une grande bouteille d'1 litre au prix de 1,09 €. Voilà pour la partie boisson, et on fait une rapide pause encore pour se remettre de toutes ces émotions et de vous parler de tout ce qui va se passer ce week-end. À tout de suite. Alors, on a une actualité culinaire très chargée qui arrive. La première, est-ce que vous êtes familier avec le festival Omnivore ? Tout à fait. Vous allez y aller ? On va y aller. Ah, donc du coup, les fans du chocolat des Français vont pouvoir vous croiser là-bas. Il va falloir mettre des grosses pancartes en disant c'est nous. On va se déguiser en grenouille en fait pour l'occasion. D'accord, très bien. Vous y allez quand ? Ce week-end ou lundi, d'accord, pense, très bien. Donc du coup, Omnivore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 jours de démonstration de chefs de la nouvelle génération. Donc c'est Omnivore en fait accompagne justement ces nouveaux chefs, cette nouvelle dynamique en termes de cuisine depuis de nombreuses années, et pendant 3 jours à la Maison de la Mutualité, donc ce dimanche 8 mars, lundi 9 et mardi 10, vous aurez la possibilité d'aller voir tous vos chefs préférés qui vont pouvoir faire des démonstrations sur différentes scènes. Donc bien évidemment, on a la grande scène de la Maison de la Mutualité, le grand amphithéâtre sur laquelle sera la scène salée, c'est-à-dire que donc du coup chaque chef présentera un plat en particulier et ses différentes techniques pour le réaliser devant un public ébahi et complètement subjugué par ces différentes techniques. Ça donne très faim en fait ce festival, il faut le savoir. Il y a une scène sucrée également pendant laquelle du coup les différents pâtissiers, chocolatiers, etc. présentent leurs différentes œuvres et leurs différentes manières de travailler. Il y a également une scène artisan, donc c'est-à-dire que c'est un endroit où on va découvrir des nouveautés en termes de produits. On va retrouver bien évidemment que ce soit des légumes, de la charcuterie, ce genre de choses. Donc on a tous les petits producteurs en fait qui sont là pour présenter leurs nouveautés. Et cette année, il y a également une autre nouveauté qui est celle de la scène street food, parce que bien évidemment on en voit de plus en plus venir sur Paris. Donc on aura notamment Catherine Kluger de la fabrique de tartes qui sera là. On aura d'autres personnes comme des burgers ou ce genre de choses qui viendront présenter en fait leur version de la street food. Donc c'est à découvrir à la Maison de la Mutualité du 8 au 10 mars pour voir tous les nouveaux chefs et cette scène culinaire qui fait vibrer les papilles de tout le monde. Et c'est organisé donc par Omnivore. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est généralement le dimanche, on est un peu paresseux, on n'a pas tout à fait envie de faire la cuisine, et on se dit mais où est-ce que je vais bruncher ? C'est une bonne question. Très bonne Exact. Ben voilà, vous faites des brunchs souvent régulièrement. Vous allez où sur Paris ? Pause café par exemple. D'accord. Dans le Haute-Charonne. D'accord. Et vous, Paul ? Je vais chez Little Cantine à côté de chez moi, c'est 10 mètres en bas de chez moi, c'est très pratique. Voilà, c'est pas très loin, on peut presque y aller en pyjama. Exactement. Et ben là, ça sera place de Clichy.
où je vous propose d'aller. C'est un endroit absolument magnifique. Je crois qu'on va pouvoir vous montrer une photo à l'antenne. C'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, non, c'est une ancienne nef de cathédrale qui s'est un peu transformée en bibliothèque. Voilà, donc on la voit ici, qui est vraiment superbe. Et donc, du coup, ils ont installé des tables au milieu, donc c'est une bibliothèque, mais du coup, va se transformer en endroit pour bruncher le dimanche. C'est à partir donc du coup de ce dimanche, c'est l'association Aurore et les camionneuses qui ont lancé ça. Et en fait, donc la chapelle, bien évidemment, maintenant est réhabilitée, désaffectée, et ça s'appelle les Feel Good Brunch. Je vous explique le concept. Pendant un mois, on a du coup une personne ou une thématique à un pays en particulier qui est mis à l'honneur. C'est-à-dire que par exemple en mars, c'est le Mexique qu'on va pouvoir découvrir, notamment grâce à Julien Zatara de Boca Mexa, qui lui vient présenter toutes ses spécialités mexicaines à base de tortillas, de sauce verte avec du poulet mariné, une purée d'haricots noirs, etc. Donc ça, c'est tous les dimanches du mois de mars. Ensuite, pour ceux qui se sentent un peu plus l'âme vietnamienne, c'est un rendez-vous au mois d'avril avec notamment Céline Pham qui présentera toutes ses connaissances de la cuisine vietnamienne, notamment avec son banh mi au poulet croustillant, une soupe vietnamienne. Et d'ailleurs, on découvre, ça sera aussi l'occasion de découvrir le livre qui a été écrit par Anne-Laure et Céline Pham sur le Vietnam. Pour l'avoir feuilleté, c'est vraiment un ouvrage intéressant. On se plonge dans l'univers et dans les recettes du Vietnam, donc à avoir chez soi si on veut un peu voyager. Et ensuite, au mois de mai, ces Feel Good Brunch accueilleront Carole Benelus et sa cabane jaune autour de toute la partie méditerranéenne, parce qu'on est sur des saveurs un peu plus printanières, avec des salades de boulgour, des chips wasabi, une mousse de fromage blanc poire, et du coup, et côté café, ce sera la brûlerie de Belleville qui sera de la partie, puisque ce sera elle qui viendra du coup fournir le café pour ces différents brunchs. Et il faut savoir aussi que ces Feel Good Brunch, c'est 2 € qui seront reversés à l'association Aurore pour financer les repas festifs et les activités socio-culturelles pour les personnes hébergées. Voilà. Donc, les brunchs, c'est, je vais vous redonner l'adresse. Les Feel Good Brunch, c'est donc du coup à la grande, au 26 bis rue Saint-Pétersbourg. Voilà. À partir de 12h et à partir du 8 mars 2015. Et on retrouve aussi sur les réseaux sociaux #FeelGoodBrunch tous les dimanches. Voilà. Et la dernière opération et petit rendez-vous de la semaine, et ce jusqu'au 13 mars, c'est donc Catherine Kluger, dont on parlait tout à l'heure et qui sera présente sur la scène d'Omnivore, qui, je ne sais pas si vous connaissez Alain Millat, ça vous dit quelque chose, les jus Alain Millat. Voilà, et pas exactement. Donc du coup, ce petit monde de la gastronomie et du monde culinaire est petit, puisque cette fois-ci, c'est donc Catherine Kluger et sa fameuse fabrique de tartes qui rencontrent Alain Millat, qui lui est spécialisé dans les jus de fruits et les jus de légumes, et ils se sont dit qu'ils pouvaient créer des accords ensemble. Donc on est sur des accords mets et jus, avec par exemple une soupe butternut au jus de poire d'automne, une salade de boulgour et légumes racines avec une vinaigrette au jus de pomme Cox, une tarte salée épaule d'agneau et navets confits et mousse qui est au jus de griotte, pardon, et une tarte sucrée très surprenante d'ailleurs au jus de tomate rouge et la mousse d'avocat à l'estragon. Donc c'est à la fabrique de tartes de Catherine Kluger au 15 rue Trousseau dans le 11e à Paris que l'on retrouve ça, et ça c'est jusqu'au 13 mars en attendant d'autres collaborations. Vous connaissiez les tartes Catherine Kluger ou pas ? Absolument, j'en ai déjà mangé quelque part. Elles sont bonnes, hein ? C'est assez dingue, effectivement. Et du coup, la collaboration avec Alain Millat, ça va... Elle est assez intéressante. C'est très curieux de voir. Ils sont très doués tous les deux pour travailler sur les différentes saveurs, donc c'est assez sympathique. Quelles seraient vos idoles que vous aimeriez
voir peut-être avec qui faire du chocolat ou avec qui avoir une collaboration artistique? Déjà, en termes de chocolat, au salon de chocolat, on a eu la chance de rencontrer pas mal de nos idoles. On pense à Bonnat, à Pralu. C'est des gens très très inspirants et qui d'ailleurs étaient comment dire, Très accessible. très accessibles. Avec Voilà. de très bons conseils aussi. Et vous entendez quoi d'ailleurs comme conseil? C'est secret. Mais On va les garder pour nous. On a rencontré aussi les frères Boucher, André et Francis Boucher, qui sont le créateur et puis le premier meilleur ouvrier de France. C'est vrai que c'est des gens très sympas, très accessibles. Ils nous ont même fait l'honneur de bien vouloir goûter notre chocolat, nous donner des conseils. C'était très enrichissant. En termes de collaboration artistique, après, ça peut, on est ouvert, ça peut aller de, j'en sais rien, moi, Pharrell Williams à... Non, mais il faut avoir des ambitions. Pareil, si tu nous entends. Nous t'envoyons un petit coucou. Exactement. Mais, Pas d'artistes français ou d'autres artistes français en particulier ou il y en a. En fait, il y en a plein. Moi, on a, je crois, quelqu'un qu'on apprécie énormément et avec qui normalement on devrait faire quelque chose. C'est Nicolas de Crécy. Et donc voilà, là, ça a été vraiment une très très belle rencontre. Elle a eu lieu là. En fait, c'était notre illustrateur et auteur de BD préféré pendant nos études. Et on a eu la chance de le rencontrer. Il a l'air assez motivé, donc on espère faire quelque chose avec lui. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, et puis continuer Merci. ces belles collaborations avec des belles marques et puis avec des beaux endroits parisiens. Merci et beaucoup. puis des belles manières de communiquer aussi sur l'année. On attend vos tablettes du 14 juillet avec impatience. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box qui vont du coup pendant lesquelles vous pouvez retrouver les différentes émissions de Watch TV, bien évidemment Qu'est-ce qu'on food, donc SFR, Freebox, Bouygues et Orange. Et n'hésite pas également à venir nous voir sur les réseaux sociaux #, Qu'est-ce qu'on food. On vous y retrouvera avec grand plaisir. Merci à tous. On vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve très vite pour les prochaines émissions de Qu'est-ce qu'on food.